Salut l'équipe Asymétrique, c'est Stéphane. Depuis le début de l'année, j'ai commencé à investir en Chine et je vais dans cette vidéo t'expliquer pourquoi cet investissement peu populaire me paraît très intéressant en ce moment. Allez, c'est parti! Comme tu peux le voir ici, le PIB de la Chine continue année après année à dépasser les espérances de croissance des économistes. Pour moi, cela indique que cette économie trouve toujours le moyen de trouver de nouveaux marchés et de nouvelles avenues de croissance. La crise immobilière dont le sommet a été atteint avec la faillite d'Evergrande qui a fait les gros titres des journaux depuis 2022 est arrivée à une phase de stabilisation. Cela rappelle fortement la crise immobilière et financière de 2008 aux USA. J'aime cette configuration pour plusieurs raisons. D'une part, les valorisations sont basses, et d'autre part, le gouvernement n'est pas intervenu prématurément et a laissé le marché faire son travail pour sortir les mauvais acteurs via les faillites. Il y a donc un très bon potentiel de rattrapage du marché boursier maintenant qu'il a été assaini. Un stimulus économique est d'ailleurs déjà en place pour relancer l'économie. Le gouvernement a émis 138 milliards de dollars d'obligations en vue d'investir, en partie dans l'immobilier pour redresser la barre, mais aussi dans les secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs. De plus, les gouvernements locaux ont dans leur caisse 3,9 trillions de yuan pour l'année en cours, soit proche de 500 milliards de dollars qui n'ont pas encore été investis mais qui sont prêts à être déployés. Ça correspond à près de 3,2% du PIB de la Chine. Les valorisations boursières sont d'ailleurs extrêmement basses. La market cap du marché chinois correspond à 65% de son PIB contre 194,5% pour les US et 126% pour le Japon. Cela veut notamment dire qu'il y a de nombreuses entreprises sur le marché chinois qui décodent par rapport à la valeur de leurs actifs sous gestion. Le ratio cours sur bénéfice est à 9,39 contre 25,41 aux USA, 20,92 en moyenne mondiale et 14,62 en moyenne dans les pays émergents. On est donc dans une stratégie d'investissement value qui vaut la peine, avec certaines compagnies en croissance qui offrent des dividendes proches de 10% à des prix cassés. L'inflation est à des niveaux proches de 0%, voire certains mois en déflation. Cela permet une grande latitude pour la Banque centrale de stimuler l'économie. Par contre, cela dénote une tendance à ne pas consommer dans la population chinoise, ce qui peut ralentir l'économie. Mais cela se comprend facilement en sortie de crise. Côté politique monétaire, la Banque centrale chinoise a abaissé les ratios de réserve nécessaires par les banques, ce qui permet de stimuler l'économie sans imprimer de monnaie, mais ajoute un risque supplémentaire de crise financière en cas de bank run. Ils ont aussi abaissé les taux pratiqués sur le marché. De plus, la Chine n'a pas financé la crise du Covid par l'impression de monnaie, contrairement aux pays occidentaux. Le résultat, un écart significatif sur le ratio de dette sur PIB entre la Chine et les USA. La Chine compte pour près de 15% du commerce mondial. C'est de loin le premier exportateur devant les USA et l'Allemagne. Il trouve de nouveaux marchés. On a pu voir en ce début d'année 2024 une croissance de 27% des exportations vers le Vietnam, 48,9% vers le Brésil et 10,2% vers Hong Kong. L'Australie devient elle aussi un partenaire commercial de plus en plus important. La croissance des exportations est impressionnante, surtout dans les industries automobiles, les produits chimiques, les plastiques et l'acier. En plus de ça, la Chine compte pour 60% du minage des terres rares et 85% de la capacité de transformation de ces mêmes terres rares. Ils ont aussi créé des partenariats stratégiques au Congo pour avoir la main sur la production mondiale de cobalt. Sans compter que les plus grosses compagnies de minage et de transformation du lithium sont aussi chinoises. Avec la forte demande en énergie verte pour la transition écologique, la Chine est très bien positionnée pour profiter de son avantage stratégique sur ses ressources. Le pays a aussi développé son Yuan Digital, qui facilite les settlements pour le commerce international. Avec la tendance actuelle des économies occidentales d'utiliser le dollar et l'euro pour imposer des sanctions aux gouvernements qui ne suivent pas leur ligne de conduite, le yuan pourrait prendre une place plus importante comme monnaie d'échange mondiale. Les fonds monétaires internationaux ont d'ailleurs commencé à s'exposer à la monnaie chinoise en allouant 5% de leur trésorerie à des obligations dénominées en renminbi. Et avec un rendement réel de plus de 4% depuis plus d'une décennie, on les comprend. La Banque centrale européenne nous indique que le renminbi prend maintenant 4,61% du commerce mondial, la Russie et la Tanzanie étant les plus gros utilisateurs.
Nous avons aussi vu l'Arabie Saoudite ne pas renouveler l'accord exclusif de vente du pétrole en dollars US et s'ouvrir à des settlements en yuan l'année dernière. Du côté des points négatifs, la croissance délivrée par l'économie de manufacture est arrivée proche de son maximum. La Chine entre maintenant dans la phase de transformation de l'industrie vers une industrie de services et de consommation. On peut déjà voir que les exportations de produits de luxe vers la Chine sont grandissantes. Donc, la classe moyenne chinoise commence déjà cette transition. Cette rotation de l'économie va d'ailleurs créer de nouvelles opportunités pour les pays manufacturiers qu'il faudra surveiller. La croissance du PIB ralentit. Le vieillissement de la population fait diminuer sa capacité de production. Cela peut être mitigé en grande partie avec l'inclusion des femmes de plus en plus présentes dans la force de travail. Sur le plus long terme, cela peut quand même rester un problème. La guerre commerciale avec les États-Unis, qui sont leur principal partenaire commercial, est le point le plus important. Pour le moment, les USA ne peuvent pas se passer de certains produits, mais cela peut limiter la Chine en termes de rotation vers une économie de services à forte valeur ajoutée que les USA produisent déjà. Ils devront trouver des partenariats commerciaux dans leur zone d'influence pour vendre ces biens et services. Le gouvernement central communiste garde une mainmise sur tout ce qu'il se passe en Chine. Pour cette raison, il faut être prudent avec les mégacaps chinoises qui peuvent être sous surveillance permanente comme on l'a vu avec la disparition de Jack Ma. Pour cette raison, je pense que l'avantage majeur réside dans les moyennes et petites capitalisations qui passent largement sous le radar. Les tensions géopolitiques mondiales pourraient s'intensifier et il est dur de savoir quelles sanctions pourraient être prises qui impacteraient le capital engagé. Avec toutes ces informations, j'ai décidé de pondérer mon exposition à la Chine à 12% de mon capital total. Je trouve que le ratio de bénéfices ajustés au risque sur les valorisations actuelles est très intéressant et en étant exposé à 12% de mon capital, ça me permet de faire une vraie différence sur mon patrimoine si j'ai raison, tout en ayant un impact limité si jamais j'ai tort. Pour m'exposer au marché chinois, j'ai créé une stratégie complètement à part dans mon portefeuille. Dans cette stratégie, j'ai deux ETF, MCHI qui me permet d'être exposé au marché global chinois et ECNS qui me permet d'être exposé aux petites capitalisations de ce marché. Le seul problème avec ECNS, c'est qu'il est exposé à 10% sur les valeurs immobilières chinoises qui sont toujours dans une grave crise, donc c'est un point à considérer si tu veux suivre cette stratégie. Pour le reste du capital, je vais l'investir sur quelques actions que je vais choisir avec des métriques très précises et je te partagerai les actions que je choisirai et les métriques que j'utilise pour les choisir dans mon groupe Discord. Tu pourras le rejoindre avec le lien en description. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Aide la chaîne en laissant un like, un commentaire, en t'abonnant et en partageant la vidéo avec tes amis et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!